Emploi des seniors, et si les quinquas étaient trop payés? C'est une provocation, mais une question légitime que s'est posée Anne de Guigné. Anne, bonjour. Vous vous êtes donc posé cette question, votre raisonnement assez impitoyable mais rationnel. Expliquez-nous. Oui, non, bon, Aude, d'abord, évidemment, vous avez raison, c'est bien sûr une provocation. En France, et légitimement, tout le monde ne se sent pas assez payé en raison des charges qui pèsent lourd sur tous les salaires. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions un peu au premier degré à cet article. Et donc voilà, en préambule, vraiment le répéter, c'est pas du tout l'idée de dénoncer une partie des salariés qui seraient trop payés. Non, mais c'est une réflexion, en fait, qui m'est venue d'une discussion avec un DRH qui disait il y a un vrai tabou sur ces questions, sur l'emploi et des 55-64 ans, et qui en fait qui est un sujet de rémunération. Et évidemment, et en France, on a quand même une culture très forte de cette idée que tout au long de la carrière, le salaire doit augmenter. Et j'avoue qu'on y est tous attachés, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et c'est ça que j'ai découvert en discutant. Et en fait, quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, en effet, il y a en France un décalage plus grand entre le salaire moyen des moins de 55 ans et celui des plus de 55 ans. Nous, il y a d'écart de 17%. Et par exemple, en Angleterre, votre salaire baisse, enfin en Grande-Bretagne, votre salaire baisse à la fin de votre carrière. En Allemagne, l'écart n'est que de 10%. Aux États-Unis, de 9%. Donc vous voyez, il y a vraiment un sujet français où on donne particulièrement, voilà, où les rémunérations des plus âgés sont particulièrement plus élevées que celles des plus jeunes, et ce qui peut aussi contribuer au fait que c'est plus difficile pour eux, quand ils perdent leur travail, d'en retrouver un autre. Oui, parce que c'est ça, c'est quoi les résultats qu'on attend finalement? C'est des seniors qui restent moins longtemps au chômage quand ils y sont confrontés? Derrière l'emploi des plus de 55 ans, il y a un sujet très important de richesse nationale. Je crois parce que vous savez, on a un taux d'emploi des plus âgés qui a largement augmenté ces dernières années, mais qui reste encore très inférieur à la moyenne européenne. Et c'est pour ça que depuis des années, tout le monde, les partenaires sociaux, les gouvernements successifs tournent autour vraiment de ce sujet. C'est-à-dire comment ça se fait qu'en France, à 60 ans, alors qu'à 60 ans, sauf métier très pénible, la plupart des gens sont quand même encore en forme, on travaille si peu. Et donc il y a beaucoup de questions de formation, évidemment. La première réponse, c'est évidemment de décaler l'âge de la retraite, parce que plus votre retraite est proche, plus vous pouvez prendre le risque de partir plus tôt. Ne serait-ce que pour la formation. Si vous vous dites que vous allez travailler jusqu'à 62 ans, à 60 ans, est-ce que vous avez envie de vous former est-ce que l'entreprise va faire l'investissement de vous former? Pas forcément. Si c'est pour 5 ans, d'ailleurs, il y a une question évidemment de formation, et il y a le sujet de il y avait les sujets de l'assurance chômage qui était beaucoup plus généreuse pour les plus âgés, et qui quelque part entérinait le fait que du coup c'est tout à fait, que c'est en effet très difficile pour eux de travailler, donc on va être plus généreux. Ça a été réformé. Tous les dispositifs de cumul emploi-retraite qui n'ont pas été toujours bien affinés. Et donc, depuis plusieurs années, les gouvernements, et en partenariat évidemment avec les syndicats et le patronat, travaillent sur ce sujet. Et c'est vrai que moi, c'était un papier un petit peu provocateur, mais quand même, il y a un vrai fond. Je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un sujet de rémunération? Mais est-ce que justement, selon vous, ce serait à appliquer de manière uniforme, ou alors à négocier par branche avec les partenaires sociaux? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous recommandez? Non, mais de toute façon, mon sujet, c'est bien sûr de pas de dire baissons le salaire de toutes les personnes. C'est pas du tout, c'est pas du tout le point. Mais je pense que c'est le sujet, en fait, la sortie, c'est le temps partiel. Parce qu'en fait, des enquêtes, beaucoup de gens vous disent qu'ils travailleraient volontiers un peu plus longtemps s'ils avaient un peu plus de temps partiel. Et vous voyez, dans les pays, et c'est évidemment un sujet de négociation, c'est pas le gouvernement. De toute façon, on va pas, Dieu merci, le salaire, c'est pas, on va pas commencer à fixer dans la loi les salaires, les salaires selon les tranches d'âge. C'est évidemment un sujet de négociation et puis d'offre et de demande. Mais c'est intéressant de voir que dans les pays nordiques, les pays du Nord, il y a, donc là, la rémunération est seulement de 2 ou 3% plus élevée après 55 ans par rapport à la cohorte avant 55 ans. Mais c'est des pays où est très développé le temps partiel pour les plus âgés. Et donc, en fait, c'est ça peut-être l'aiguillon serait de dire le sujet, c'est pas tant la rémunération horaire que la rémunération annuelle, en permettant un peu plus de temps partiel, ce qui sont en plus ce que demande toute une partie en effet
plus âgés. Oui, l'idée c'est aussi de dire que les seniors peuvent être utiles ailleurs parce qu'ils peuvent aussi donner du temps pour la société, notamment dans des choses un peu plus philanthropiques peut-être. Oui, bah ça, après ça vous avez bien sûr, et puis vraiment, il n'y a pas un changement d'identité avant 55 ans, vous n'êtes pas senior, puis vous devenez senior, tout change. Non, puis en plus il n'y a que des cas individuels évidemment. Donc, tout ça, on parle de moyenne, hein, donc forcément notre discussion, de façon c'est très grossier parce qu'on parle, il n'y a que des cas individuels et évidemment chacun est utile. Bon après sur l'associatif et la philanthropie, vous avez une très très forte présence des retraités et heureusement qu'ils sont là. Voilà, je ne sais pas s'il faut commencer plus tôt. De toute façon, tout âge, on peut lui donner du temps dans les associations en plus de son travail. Mais voilà, donc moi, mon angle, c'était de dire, je trouve il faut pas avoir de tabou, c'est pas bon dans une discussion. Et en France, il y a un peu ce tabou des rémunérations et on le comprend bien. C'est très désagréable de dire, attendez, vous êtes trop payé. Et moi, on me dirait, cher ami, vous êtes trop payé. Je n'apprécierais pas non plus. Mais je trouve c'est un sujet dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois par les DRH qui disent toujours non, on ne peut pas en parler. Donc moi je me suis dit mais non, mais il faut en parler, même si évidemment c'est pas un sujet plaisant. Mais il faut briser le tabou. Il y a un décalage français. Il faut briser le tabou. Un mot des retraites, parce qu'on a quand même eu ce rapport flash de la Cour des comptes qui était largement attendu, 15 milliards d'euros de déficit. C'est un chiffre quand même qui donne plutôt raison au corps plutôt qu'au Premier ministre qui parlait plutôt en cinquantaine de milliards d'euros de déficit. Oui, en fait là on est vraiment sur une question de comptabilité et tout le sujet des retraites, moi j'avoue que j'aimais bien la méthode du Premier ministre. C'est le sujet qui est très important qu'il faut avoir en tête, c'est que les cotisations ne couvrent que les 3/4 des dépenses de retraite. Et là, la Cour des comptes ne compte que cette histoire de cotisation. Donc vous avez 1/4 des dépenses qui n'est pas compté dans ce déficit et qu'on retrouve dans tous les ministères, donc qui est dispatché parce que c'est dans tous les ministères. Au final, de toute façon, c'est la France qui paie. Enfin, c'est dans la dette du pays. Mais quand même, moi, je trouve ça intéressant de bien pointer le coût exact des retraites. Bon, simplement, ça permet d'avoir un débat plus simple, puis de bien avoir en tête les grands chiffres. Mais la clarification pour vous, elle est pas là en fait. On n'y comprend pas plus grand chose parce qu'effectivement, il manque cette partie qui n'est pas couverte par les cotisations et qui peut venir un peu de partout. Oui, après, il y a vraiment deux sujets. Donc, il y a ce sujet que les cotisations ne couvrent pas tout et que l'impôt couvre 1/4, l'impôt et la dette couvrent 1/4 des retraites. Et ça, c'est un vrai sujet que la Cour des comptes a décidé de pas prendre en compte. Mais peut-être qu'elle a raison parce que, il y a le premier sujet qui est est-ce qu'on va revenir sur la réforme Macron ? Et là, la Cour des comptes, là-dessus, elle est très ferme. Elle dit qu'il ne faut surtout pas le faire. Au contraire, il faut plutôt travailler davantage. Et donc, peut-être que Pierre Moscovici et les équipes de la Cour des comptes se sont dit, on va peut-être pas mener toutes les batailles en même temps. Il y a une première bataille de déséquilibre des retraites post-réforme Macron. Et je pense qu'à mon sens, ils ont voulu se concentrer là-dessus et peut-être pas... Et c'est vrai que c'était beaucoup d'englober les deux sujets en même temps. Mais c'est important en termes de méthodologie d'avoir en tête que même ce déficit-là, en fait, ne prend pas en compte l'ensemble du déficit des retraites, qui est toute une partie qui est dispatchée dans les comptes des ministères. Et je peux comprendre que la Cour des comptes se dit, on se concentre, parce que c'est déjà un grand sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus politique pour détricoter. Il y a une majorité politique au Parlement pour détricoter la dernière réforme Macron. Et on voit bien que c'est complètement insensé compte tenu des équilibres du système, sans même parler de ce sujet de la dette qui n'est pas visible. Donc je pense que la Cour des comptes s'est consacrée là-dessus. Et franchement, je les comprends assez, c'est d'un point de vue politique, il faut peut-être pas tout, c'était peut-être beaucoup d'un coup et maintenant, espérons que les partenaires sociaux l'entendent, et puis ensuite, parce que François Bayrou a promis un retour au Parlement du sujet des retraites, et qu'est-ce que ça va devenir au Parlement? Là, il va risquer le gros là-dessus. Ça va être très intéressant. Là, je pense qu'il y a un risque politique important sur lui. On va déjà voir comment patronat et syndicats s'entendent, et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'en font les politiques quand le sujet reviendra au Parlement. Oui, le conclave qui débute fin février, donc, et pour 3 mois, donc partenaires sociaux qui vont être réunis pour parler du financement et de la renégociation de cette réforme d'âge de départ légal. Merci beaucoup Anne de Guigné de nous avoir parlé de ce sujet. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci à vous.
Merci, à bientôt.